aujourd'hui, je vais parler de la question qui s'intitule « Comment sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers ?» Donc je ne sais pas si vous connaissez encore tous cette formule de Facebook Live, c'est quelque chose que j'ai institué en avril pour répondre en direct aux questions que vous vous posez sur le métier de business analyst. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou même dans le fil de l'événement à me faire vos retours pour que j'aborde les questions qui vous préoccupent sur le métier de business analyst. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008, je suis formatrice et je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr. Et puis pour compléter la petite présentation, je suis également membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis depuis début 2020, donc le chapitre France exclusivement. Voilà, donc encore une fois, je reçois régulièrement des questions sur la thématique du jour. En gros, c'est mais comment est-ce que je peux être sûr en tant que business analyst que je recueille tous les besoins métiers des utilisateurs? Donc le live d'aujourd'hui va être consacré à cette réponse. Comme d'habitude, je vous fais un petit plan. Tout d'abord, au niveau terminologie, que vous compreniez tous bien la différence entre besoin métier et exigence de la solution. C'est un concept, une notion que j'ai déjà abordée plusieurs fois, mais je constate en tout cas que ce n'est pas toujours super clair pour tout le monde. Donc je vais aborder cette notion de différence entre besoin métier et exigence de la solution. Après, je vais vous expliquer également pourquoi c'est hyper important, pourquoi c'est crucial de recueillir de manière exhaustive les besoins métiers. J'imagine que vous vous doutez un petit peu du pourquoi, mais on va un petit peu plus rentrer dans les détails avant de répondre à la question du jour. Et puis après, je vais vous donner 4 techniques qui permettent de sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers. Je vais me concentrer sur la technique de questionnement. On abordera tout cela un petit peu plus en détail dans la suite du Facebook Live. Alors avant de continuer, je regarde dans mon monitoring si tout le monde est là. Bonjour Anne. Bon, a priori, en tout cas, il y a des gens qui sont devant leur écran et là, je reconnais des élèves de la nouvelle formation en e-learning pour devenir business analyst en système d'information. Bonjour à tous. Et bonjour à celles et ceux qui ne se manifestent pas, qui me verront éventuellement en replay ultérieurement puisque je publierai cette vidéo comme d'habitude sur YouTube et également ça sera disponible sur cette page Facebook. Alors, pour commencer, premièrement, la différence entre besoin métier et exigence de la solution. Alors, les besoins métiers, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est l'expression d'une nécessité ou d'un manque pour atteindre un objectif. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec un projet de système d'information, mais par exemple, vous avez besoin de laver votre linge chez vous sans avoir à l'amener au pressing. Ça, c'est un besoin. Voilà. Les entreprises, elles ont des besoins métiers aussi qui n'ont rien à voir avec une solution informatique. Et ces besoins-là, ils existent, ils perdurent, quelle que soit la solution qu'on va mettre derrière. Donc, par essence, les besoins peuvent être exprimés, non exprimés ou cachés. Et c'est là que réside en fait la difficulté quand il s'agit de collecter l'intégralité des besoins métiers. Donc ça, c'est les besoins métiers. Maintenant, il y a la notion d'exigence de la solution. Et les exigences, elles décrivent en fait la manière dont le logiciel va répondre aux besoins métiers. On les regroupe en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Bon, ça ne sera pas l'objet du live d'aujourd'hui, j'ai déjà fait des articles, même vidéos, donc je ne m'étendrai pas sur ces deux notions d'exigence fonctionnelle et non fonctionnelle dans ce live. Mais là aussi, si vous voulez que je fasse quand même un live qui explique bien la différence, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'en ferai un dédié à ce sujet. Donc pour revenir à votre besoin de laver votre linge chez vous, la solution serait par exemple que je vous fournisse une machine à laver, mais pas que. Il peut y avoir par exemple un produit qui vous permette de laver, nettoyer à la main votre linge. C'est une autre solution. Une autre solution, ça pourrait être aussi d'avoir une aide à domicile qui le fasse à votre place. Voilà. Donc vous voyez, il y a une différence entre besoin métier et solution et exigence de la solution, qu'elle soit d'ailleurs informatique ou pas informatique. Voilà. Donc ça, c'est première distinction vraiment à comprendre lorsqu'il s'agit de recueillir le besoin métier. Alors pourquoi c'est important de faire un recueil exhaustif des besoins métiers? Alors bien entendu, la connaissance de ces besoins, c'est un prérequis. En fait, c'est un prérequis pour avoir une vue d'ensemble complète des exigences de la solution. Donc, vous avez bien compris, pour bâtir une solution informatique, dans le cas de ce live, eh bien, il faut avoir la vision à 360 degrés des besoins métiers.
Dans le cadre en fait d'un projet de système d'information, l'élicitation des besoins métiers se fait en avant-projet et en amont du projet, c'est-à-dire lorsque le business analyst il va chercher à comprendre les objectifs stratégiques, opérationnels, également la vision métier de son client, des utilisateurs et de son donneur d'ordre, et puis lorsque également il va chercher à identifier les contraintes de l'organisation. Donc c'est vraiment à ce moment-là, avant projet, en amont de projet, que le business analyst il va se concentrer sur les besoins métiers. En avançant dans le projet de système d'information, il va s'orienter vers la solution, vers les exigences de la solution. C'est cette partie-là qu'en général, en tant que business analyst, lorsque vous arrivez sur un projet, c'est cette partie-là que vous maîtrisez, vous connaissez le mieux. Vous êtes vraiment orienté solution et non pas besoin métier. Mais au préalable, il y a normalement eu une analyse et un recueil complet des besoins métiers. Encore une fois, que ça soit par le biais des livrables d'études d'opportunité, du document de cadrage, du business case également, des BRD, qui sont les Business Requirements dossiers, ou encore du cahier des charges. Donc ça, c'est des livrables que rédige le business analyst et qui permettent de mettre en valeur et de décrire précisément les besoins métiers. Voilà. Alors en préparant ce petit live, je suis tombée sur une phrase sympa que j'avais déjà en plus utilisée dans un article précédent, mais ça reflète bien la problématique des besoins non exprimés et cachés. Et d'ailleurs, avant de la donner, cette phrase, le besoin, il peut être exprimé, non exprimé ou caché. Les exigences de la solution, elles sont toutes écrites et décrites pour permettre ensuite aux développeurs de coder la solution logicielle. Donc c'est vraiment la spécificité des besoins d'avoir des besoins cachés et non exprimés. Donc pour revenir à la phrase que je voulais vous donner et vous laisser à réfléchir, c'est celle de Donald Rumsfeld qui était secrétaire d'État à la Défense des États-Unis entre 2001 et 2006 et qui a dit cette phrase-là. Alors c'était bien entendu dans le cadre de ses prérogatives et au niveau de la défense, mais vous allez voir, on peut tout à fait l'appliquer à un projet de système d'information. Voici sa phrase. Et accrochez-vous. Il y a les connaissances connues. Ce sont toutes ces choses que nous savons que nous savons. Vous me suivez? Voilà. Ensuite, il y a aussi les inconnus connus, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous savons ne pas connaître. Vous me suivez toujours? Et après, il y a les inconnus inconnus, c'est-à-dire toutes ces choses dont on ignore même l'existence. D'accord? Donc, vous voyez, quand on rapporte ça à la notion de besoin exprimé, non exprimé ou caché, je trouve que c'est super approprié. Donc, pour revenir aux besoins métiers, on peut les classer en 4 catégories. Tout d'abord, il y a la première catégorie qui sont les besoins exprimés. En fait, ça, ce sont les besoins ou les connaissances, de manière générale, dont le subject matter expert, dont l'expert, en fait, c'est-à-dire votre contributeur, celui que vous allez interroger. Donc, c'est tous ces besoins et connaissances dont il est conscient. C'est-à-dire tout ce qu'il est conscient de savoir et dont il sait que les autres personnes, dont le business analyst, auront également besoin qu'on les leur fasse connaître. Donc ça, c'est vraiment toutes les informations qui va spontanément vous communiquer. Donc ça, c'est la première catégorie, la plus facile à recueillir. Ensuite, vous avez la catégorie numéro 2, qui est toutes ces connaissances, on va dire, tous ces besoins dont le subject matter expert, dont l'expert, le contributeur, n'est pas au courant que ce sont des connaissances à exprimer. En fait, c'est des connaissances qui intrinsèquement sont connus de tous ceux qui, comme lui, partagent la même expérience, la même formation ou la même profession. Vous êtes un comptable, vous avez appris des choses à l'école, il y a des choses que vous savez, vous ne pensez même pas à l'exprimer, parce que c'est évident. Voilà. Donc le subject matter expert, le SME, peut donc ne pas se rendre compte qu'il doit vous en parler à vous, business analyst, parce que tout simplement, en fait, il suppose que, d'abord, il ne se rend pas compte que vous ne le savez pas, il n'y pense même pas, et puis il suppose que tout le monde sait ce qu'il sait. Ou alors, là aussi, c'est qu'il maîtrise si bien sur son activité qu'il n'y pense même pas, en fait, tout simplement. Le jargon professionnel, y compris les acronymes, ou encore un processus en place depuis longtemps dans l'entreprise, font typiquement partie de cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, il s'agit des besoins ou des connaissances non maîtrisées par le business analyst, mais dont il a conscience. Donc il sait évidemment qu'il doit poser des questions sur ces sujets, donc il a connaissance de ces sujets, mais il sait également qu'il ne connaît pas bien. Donc il sait qu'il va poser des questions pour collecter l'information sur cette thématique en particulier. Donc
il s'agit le plus souvent de la première ébauche de la trame de questions que le business analyst il va rédiger en tout début de projet. Donc, au début, vous arrivez, vous ne connaissez rien. Donc, vous entendez des thèmes, des thématiques, des sujets et vous notez que c'est un truc à creuser. Donc, catégorie 3. Puis, au fur et à mesure que la phase d'élicitation va progresser, le business analyst il va accroître sa prise de conscience sur ces domaines de connaissances-là et sur ses besoins métiers. Et puis, ça va lui ouvrir des perspectives de questionnement qui vont lui permettre d'approfondir sa compréhension. Donc, c'est dans ce contexte que les connaissances non exprimées de la catégorie 2 doivent absolument avoir été identifiées. C'est lorsque vous avez déjà bien progressé dans l'élicitation et le recueil de l'information que les connaissances de la catégorie 2, qui sont, je vous le rappelle, tous ces besoins et connaissances dont le SME n'est pas au courant que ce sont des connaissances à exprimer, eh bien, toutes ces connaissances-là, lorsque vous arrivez, vous progressez dans votre projet, il faut les avoir extirpées de la tête de vos SME. D'accord ? Donc, catégorie 1, besoins ou connaissances dont le SME est conscient et qui va vous exprimer. Catégorie 2, besoins ou connaissances dont le SME, donc l'expert métier, n'est pas au courant que ce sont des informations à transmettre. Catégorie 3, besoins ou connaissances, cette fois-ci non maîtrisés par le business analyst, qui a conscience de devoir creuser. Et puis, catégorie 4, ce sont des connaissances ou des besoins dont le business analyst ignore même l'existence. Donc, c'est des informations dont il n'a pas connaissance et évidemment, il ne sait pas qu'il pourra en avoir besoin non plus. Il peut s'agir par exemple des cas limites. Alors, les cas limites... vous avez le cas nominal en général. Le cas nominal, c'est ce qui arrive le plus fréquemment et les cas limites, c'est toutes les exceptions en fait à ce cas nominal. Par exemple, un client qui se comporte d'une manière particulière, un produit qu'il faut gérer d'une manière particulière, un processus très très particulier pour un cas très très particulier. Donc ça, c'est des cas limites. Vous avez également les règles spécifiques qui font partie des besoins de cette catégorie 4 à éliciter. Puis vous avez également toutes sortes de combinaisons de données qui ne sont pas communiquées. Alors, vous avez, je pense, bien compris qu'il y a deux catégories qui sont super dangereuses. C'est les catégories 2 et les catégories 4. C'est-à-dire, je vous le rappelle, catégorie 2, les connaissances et besoins dont le subject matter expert n'est pas au courant que ce sont des connaissances à exprimer. Et catégorie 4, c'est les connaissances et besoins dont le business analyst ignore même l'existence. Et donc, forcément, il ne va pas poser des questions, logiquement. Je vais vous expliquer qu'il y a quand même des techniques. Alors, c'est des éléments qui sont évidemment... les plus grandes sources de changements de dernière minute. Quand vous avez des changements de dernière minute et on dit on ne nous l'a pas dit, c'est souvent ces besoins ou connaissances qui font partie de ces deux catégories de besoins de connaissances et donc c'est pour ça qu'elles sont particulièrement dangereuses. Et c'est donc la responsabilité du business analyst de les identifier. Lorsque j'entends... je peux comprendre, certains business analysts qui disent « Ouais, mais c'est bien gentil, mais ça, on nous le dit, on nous montre, on nous fait remonter ce besoin alors qu'on a déjà tout testé et que la solution est prête à être mise en prod. Franchement, c'est nul. » C'est vrai qu'il y a une responsabilité côté client, effectivement, mais vous, en tant que business analyst, c'est votre responsabilité d'avoir une qualité de questionnement pour faire remonter tous ces besoins, cachés, non exprimés. Je ne dis pas que c'est facile, bien au contraire, c'est beaucoup d'apprentissage, mais encore une fois, c'est quand même la responsabilité du business analyst de poser les bonnes questions. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou par chat pour me dire que vous m'entendez, que vous avez compris aussi tout ce que j'ai dit? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je les lirai à la fin de ce live. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est super clair. Voilà, je suis positive, je me dis c'est super clair. Alors, pas de questions. En tout cas, à l'instant, je regarde mon écran, donc je vais continuer un petit peu. Alors, maintenant que vous avez compris la différence entre besoin métier et exigence de la solution, que vous avez compris également qu'il y a différentes catégories de besoins à faire exprimer aux contributeurs, je vais vous donner 4 techniques pour sécuriser le recueil exhaustif des besoins métiers. Avant cependant de vous les donner, ces techniques, sachez qu'il y a quelques prérequis. Tout d'abord, avant d'aller recueillir l'information, évidemment, vous avez identifié vos contributeurs. Donc, il y a notamment la notion de rôle et responsabilité.
il faut que vous connaissiez suffisamment les rôles et responsabilités des personnes qu'on vous nomme comme focal point éventuel, parce que comment ça se passe en général sur un projet, vous ne connaissez pas forcément le contexte, l'organisation, le département, et vous ne connaissez pas non plus juste la thématique ou l'activité de l'entreprise ou du département. Donc vous allez demander à votre client, à votre chef de projet, en tout cas la personne qui va vous aider au niveau métier sur le projet, de vous donner des noms. Est-ce que il y aurait quel contributeur je pourrais interroger pour tel sujet et quel sujet d'ailleurs pourrais-je aborder en premier. Au début, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Sachez qu'il ne faut pas prendre en l'état cette liste de contributeurs qu'on va vous donner, il faut vraiment la challenger vous-même. C'est aussi votre rôle d'identifier les rôles et responsabilités de chacun de ces contributeurs, parce qu'un contributeur mal identifié, ça va forcément mettre en péril votre recueil des besoins métiers. Voilà. Et vous pouvez vous en rendre compte, et parfois pas. Il peut arriver qu'on vous dise, tiens, telle personne, ça va être ton focal point, ton point focal sur tel domaine. Préparez toutes vos questions, préparez vos interviews, dans la mesure où, par exemple, vous avez identifié que c'était cette technique à utiliser pour les licitations. Et puis, vous commencez à dérouler vos questions et vous vous rendez compte que la personne, elle n'a pas beaucoup de réponses. Ou alors, à chaque fois, elle dit, il faut que je pose la question à un tel, une telle, etc. Donc, il peut arriver que vous vous rendiez compte que le contributeur n'est pas approprié. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter après l'interview, même à l'interrompre, si vous vous rendez compte que c'est une vraie perte de temps. Donc à vérifier après qui pourrait être approprié à vos questions. Et là, il faut aller voir votre client, votre chef de projet en disant, voilà, mon besoin à ce stade-là, c'est d'avoir plutôt une vision macroscopique des processus métiers. Qui est capable de me répondre ? Parfois, ce n'est pas forcément les mêmes experts que vous allez solliciter lorsque vous allez avoir besoin d'informations très détaillées. Donc, première chose, premier prérequis, identifier les contributeurs. Utilisez la matrice RACI. Pour ceux qui ne connaissent pas RACI, j'en ai parlé à divers endroits. Très important de l'utiliser pour bien identifier qui fait quoi. Après, deuxième prérequis, c'est d'identifier la bonne technique des licitations. Donc, les techniques que je vais vous mentionner juste après, c'est vraiment approprié aux entretiens du type interview. Mais sachez qu'il y a d'autres techniques que vous pouvez combiner. Les autres techniques, il y en a plein. Il y a le brainstorming, par exemple, le jeu collaboratif, l'analyse documentaire, le sondage, le focus group, le workshop, l'analyse des interfaces, le prototypage, le data mining, etc., etc. Il y a d'autres techniques que vous combinez. Donc, les techniques de questionnement que je vais vous donner là sont les suivantes. Alors, premièrement, les techniques que vous allez appliquer à la catégorie 1 que je vous ai mentionné plus haut. Donc ça, c'est, je vous le rappelle, les besoins ou connaissances dont le SME, Subject Matter Expert, est conscient. Et donc, tout ce qu'il va vous exprimer, tout ce qu'il va spontanément vous expliquer. Néanmoins, il va falloir le guider. Donc, moi, la question que j'essaye de poser à la fin de chaque interview, donc vous avez fait votre trame de questions, et à la fin de chaque interview, vous allez conclure en demandant par exemple, est-ce que j'aurais dû poser une question que je n'ai pas posée et que vous auriez aimé que je pose. Voilà. Est-ce que vous attendiez à ce que je vous pose des questions supplémentaires et que je n'ai pas posées lors de cet entretien. Souvent, en fait, ça permet d'éliminer les informations que votre interlocuteur connaît, mais qu'il a oublié de mentionner en cours d'entretien. Parce qu'il va se poser la question, il va se dire, ah oui, effectivement, de quoi on aurait pu parler qu'on n'a pas échangé. Également, il y a l'utilisation de la technique d'écoute réflexive qui permet vraiment de vérifier la compréhension du business analyst, mais également d'aider le SME à se rappeler d'autres informations à partager. Donc, il y a la reformulation. Quand tu dis ça, est-ce que j'ai bien compris qu'il s'agit de telle chose? Et parfois, ça va être oui, parfois ça va être non. Ça permet vraiment de vérifier. Après, une autre technique, on va appeler ça comme ça, qui est très pratique, c'est la demande d'exemples et de documents pour illustrer en fait les explications de votre interlocuteur à l'aide de règles, d'exemples. Donc ça permet non seulement d'illustrer ce qu'il vous explique, mais également ça peut aussi lui donner matière à expliquer, voire à se souvenir de certaines informations qu'il aurait dû vous mentionner. Et ça peut vous permettre à vous de trouver d'autres questions. Par exemple, vous allez regarder un document un document d'exemple, on va dire, et vous, en le regardant, vous allez spontanément avoir des questions qui vont émerger. Donc ça, c'est des techniques, on va dire, de base quand on est business analyst et qui permettent de collecter les besoins exprimés.
d'exprimer les besoins de manière assez simple. Catégorie 1. Catégorie 2. Alors, catégorie 2, je vous rappelle de ces besoins, ce sont les connaissances ou besoins dont le SME, Subject Matter Expert, je répète à chaque fois la traduction de l'acronyme, donc votre contributeur, tous ces besoins dont il n'est pas au courant, que ce sont des connaissances à exprimer parce que pour lui, c'est évident, c'est intrinsèque à son métier voilà, et à sa profession. Donc, ces besoins-là, pour les éliciter, il y a une technique qui s'appelle Egoless Programming. Donc, littéralement en français, c'est la technique du questionnement sans ego. Donc, vous connaissez peut-être pas forcément le nom de cette technique, mais en fait, je suis sûre que vous avez déjà intuitivement pratiqué cette technique d'interview. En fait, c'est tout bête. C'est de se mettre à la place d'un stagiaire ou d'une personne qui vient d'arriver dans le service. Et en fait, c'est le fait d'aborder les licitations comme si vous étiez en apprentissage. Même si vous connaissez bien le sujet, attention, même si vous connaissez bien le sujet, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne le connaît pas, parce que ça peut vraiment rendre vos SME conscients de ce qu'ils savent et de la nécessité de le partager. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir à faire sortir tous ces besoins intrinsèques qu'il ne pensera pas à exprimer, parce que pour lui c'est évident. Donc il y a des questions qu'on peut par exemple utiliser pour trouver ces cas aux limites, qui ne sont pas forcément évidents de prime abord. Alors par exemple, ça peut être: ce processus métier a-t-il échoué dans le passé? Est-ce que tu as déjà dû dérouler tel processus et puis en fait ça n'a pas fonctionné? Que s'est-il passé lorsque tel ou tel événement a eu lieu? Vous pouvez aussi dire: est-ce que ce problème dont tu me parles là a pu être résolu sans ton intervention, ou est-ce que tu as dû trouver une solution? Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre le problème? Voilà, c'est des questions, c'est une autre façon en fait d'obtenir ces connaissances intrinsèques pour essayer de faire émerger des connaissances qu'il a mis pratiquement dans son inconscient, qui sont devenues totalement inconscientes dans son processus de travail. Après, une autre façon de le faire, c'est d'interviewer un expert, mais accompagné d'un autre collaborateur, toujours utilisateur métier, mais qui est moins expérimenté dans son équipe. Et en fait, souvent, ce dernier, il aura besoin, lui, de poser aussi ses propres questions, parce qu'il est moins expérimenté naturellement. Donc, ça aura pour effet de renforcer l'importance des questions, et donc l'importance perçue, en tout cas, des questions posées par le business analyst. Parce que, en tant que business analyst, vous employez peut-être pas le bon vocabulaire, vous êtes peut-être un peu imprécis, c'est normal, vous connaissez pas le sujet métier. Donc, vous allez avoir un autre collaborateur qui, lui, aura déjà de l'avance largement sur vous et qui aura l'utilisation opérationnelle du processus métier, par exemple, et qui pourra donc un petit peu renforcer cette importance des questions posées par le business analyst, le clarifier également. Puis ça aura aussi comme objectif et comme conséquence d'inciter en fait le SME plus expérimenté à vraiment fournir des renseignements plus concrets. Voilà. Technique de la catégorie 3. Alors, je vous rappelle, la catégorie 3, c'est les besoins ou connaissances non maîtrisées par le business analyst dont il a conscience, et donc il va poser des questions parce qu'il sait qu'il ignore trop d'informations sur un sujet en particulier. Donc, alors, c'est une catégorie qui évidemment constitue la base du travail de tout business analyst. Poser des questions et recueillir les réponses, c'est fondamental quand on est business analyst. Et l'outil le plus important dans ce cas-là, c'est d'avoir une bonne trame de questions en fait, et des questions bien formulées. Donc trame de questions, c'est aussi le séquencement. Donc c'est quel type de questions. C'est vraiment pas facile de poser les bonnes questions. Donc c'est quelque chose que vous allez vraiment améliorer au fur et à mesure que vous allez pratiquer l'exercice du questionnement. Mais vraiment poser des questions claires, non ambiguës, c'est pas simple. Et ça se prépare. Voilà, ça se fait pas pendant l'entretien. Vous pouvez évidemment en improviser, mais préparez vraiment votre trame et la séquence aussi des questions. Donc, je viens de le dire, mais préparez bien l'interview, lisez la documentation existante, faites des recherches terminologiques spécifiques afin d'essayer quand même de parler le même langage que votre contributeur. Et puis combiner avec d'autres techniques d'élicitation dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais j'en les ai mentionnées juste un petit peu en introduction. Ensuite, sachez aussi qu'une interview, elle peut être dupliquée auprès de plusieurs contributeurs. Vous pouvez avoir à interroger les gens un par un. Et en ce cas-là, conservez évidemment la trame de questions que vous avez déjà utilisée lors d'un autre interview, et une trame de questions qui aura sans doute évolué et qui se sera améliorée. Et comme ça, vous pourrez réutiliser ces questions
dans la même thématique. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps si vous avez besoin de faire une interview, encore une fois, avec d'autres experts du même domaine. Après, aussi très très important, la qualité d'écoute. Vraiment super super important quand on est une interview. Il faut que vous vous concentriez sur les besoins du subject matter expert pendant l'entretien. L'objectif, c'est de vous faire percevoir comme une personne qui peut l'aider à trouver des solutions pour résoudre son problème. Parce que souvent, il y en a certains en tout cas de contributeurs qui ils ont vu passer plein de consultants, on leur a posé plein de questions, ça les interrompt dans leur travail, ça les met éventuellement en retard, ça les agace un petit peu, et puis surtout dans les grosses boîtes où, enfin moi ça m'est arrivé, où un nouveau manager arrive, il veut lancer un projet, il fait venir des consultants, des business analysts et tout ça, il nomme toujours les mêmes focal points, et moi ça m'est arrivé dans une grosse entreprise que je ne nommerai pas, où on me disait, tu sais Alice, ça n'a rien contre toi, mais t'es la énième à venir nous poser les mêmes questions en 2 ans. Bon, ok, toi tu dis ok, bon, on va essayer de le faire bien au moins, et on va essayer d'inspirer confiance pour que le contributeur, finalement, même s'il est de bonne volonté, il y trouve son compte. Il se dise à la fin, ah ouais, finalement ça m'aidera peut-être à améliorer mon quotidien. Donc, concentrez-vous sur ses besoins. Encore une fois, pour que il puisse vous percevoir comme quelqu'un qui va vraiment lui apporter des solutions à son problème. Sachez aussi conseiller, sachez inspirer confiance. En fait, il faut le décontracter. Il y en a certains qui sont aussi stressés, éventuellement de jugement. Il y en a certains qui ont peur qu'on parle à leur chef. Voilà, il y a beaucoup de peur, souvent, lorsqu'on va interviewer les gens. De peur ou de frustration que nous, en tant que business analyst, on peut un petit peu catalyser comme ça. Voilà, donc voilà, vous êtes le conseiller, vous inspirez confiance et ça va vraiment vous permettre de collecter des besoins cachés, non exprimés, et toujours dans cet objectif d'apporter une aide réelle. Technique de la catégorie 4. Alors, catégorie 4, je remonte un petit peu dans mon fil et je vais vous redire ce que c'est. Alors, ce sont les connaissances ou les besoins dont le business analyst ignore même l'existence. Voilà, donc il ne sait pas que ces informations existent. Alors, forcément, c'est un petit peu compliqué cette catégorie parce que si vous ne savez pas que vous n'avez pas l'information dont vous avez besoin, comment vous êtes censé la demander? C'est un petit peu compliqué. Donc la solution, elle est là aussi d'écouter attentivement et de poser beaucoup de questions de rebond. La question de rebond, c'est pourquoi? Ah oui, tu me dis ça, et pourquoi? Voilà. Donc là, il y a une méthode qui est assez connue, qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. J'ai fait un article dessus, n'hésitez pas à aller regarder dans mon blog l'article en question. La méthode des 5 pourquoi, c'est tout simplement le fait de dire 5 fois pourquoi pour arriver à la cause racine. Au bout du 5e pourquoi, parfois avant, mais au bout du 5e pourquoi, on est arrivé à la cause racine d'un processus ou d'une activité. Soyez également attentifs aux points suivants. Alors, d'abord, tous les termes qui ne vous sont pas familiers, n'hésitez pas, c'est même pas que n'hésitez pas, vous devez demander à votre contributeur de vous expliquer plus en détail ce que sont tous ces termes. Sinon, vous êtes sûr que d'abord vous allez perdre le fil, vous n'allez pas poser les bonnes questions et bonjour les ambiguïtés que vous risquez éventuellement de collecter. Donc, termes qui ne vous sont pas familiers, égale, je demande au contributeur de m'expliquer. Ensuite, s'il fait des références à des personnes ou à des processus dont vous n'étiez pas au courant de l'existence ou d'importance, pareil, c'est potentiellement des tas d'informations que vous ne saviez pas qu'elles existaient, que vous allez pouvoir collecter. Ça peut être par exemple un prérequis pour une activité, c'est, je ne sais pas, une loi, un autre département qui fait la demande et qui génère une activité dans le département. Vous ne saviez même pas que ça existait. Donc voilà, référence à des personnes ou des processus dont vous n'étiez pas au courant de l'existence. C'est également un signal pour ouvrir les écoutilles, sortir les antennes et poser des questions de rebond derrière. Après, tout ce qui est réponse trop vague de votre interlocuteur ou trop générale ou ambiguë, il faut que vous fassiez un arrêt sur image et vous creusiez le sujet. Parce que là, potentiellement, c'est une mine d'informations et de besoins que vous allez devoir aller chercher. Voilà. Après, il y a aussi des techniques de vente. Alors, les techniques de vente, c'est pour ça que j'adore l'analyse métier, j'adore ce métier, parce qu'en fait, c'est hyper holistique, ça fait appel à
plein de sujets, de thématiques, de techniques, autant métier, autant de techniques pures dans l'informatique, autant de la vente, du marketing, de la capacité d'influence. Et là, typiquement, pour ces besoins de catégorie 4, employer des techniques de vente peut être un vrai plus. Alors, documentez-vous sur Internet, il y a beaucoup d'articles qui décrivent comment découvrir les besoins des clients. Et si vous utilisez toutes ces approches lors des interviews au sein de l'entreprise, ça vous aidera à être perçu comme un allié, parce que les vendeurs, ils ont des vraies formations pour essayer d'être sympathiques, pour aller un petit peu essayer de provoquer l'urgence, pour qu'on achète de suite, etc. Eh bien, c'est vraiment des techniques que vous pouvez aussi utiliser en tant que business analyst pour améliorer votre technique de questionnement et pour découvrir tous ces besoins que vous ignorez qu'ils existent, d'accord ? Encore une fois, le but, c'est d'être perçu comme un allié, un conseiller de confiance qui va résoudre des problèmes spécifiques. Ça va vraiment vous permettre, toutes ces techniques de questionnement, de vous concentrer sur le quoi et le pourquoi, au lieu de seulement vous demander comment. Et vraiment, il faut que vous compreniez que les questions quoi et pourquoi, enfin l'objectif de questionner dans le but d'avoir une réponse au quoi et au pourquoi, c'est vraiment des questions clés du recueil des besoins métiers, tandis que le comment, c'est plutôt l'apanage du recueil des besoins de la solution, des exigences de la solution, d'accord ? Voilà, donc je suis arrivée au bout là, de cette réponse. Donc j'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations pour que vous sachiez recueillir de manière la plus exhaustive possible les besoins métiers. Sachez également que c'est un processus qui ne se fait pas d'un coup, c'est un processus itératif, incrémental. On n'apprend pas tous les besoins métiers en claquant des doigts en une seule fois. C'est vraiment quelque chose qui se fait au fil de l'eau, c'est normal. Donc, comment savoir qu'on a recueilli tous les besoins métiers ? D'abord, soyons modestes et humbles. On ne recueillera jamais tous les besoins métiers parce que tout simplement, les utilisateurs métiers eux-mêmes n'ont pas forcément conscience de tous leurs besoins et parfois ça émerge au fur et à mesure. Mais on peut se rapprocher en tout cas du maximum de besoins métiers recueillis. Pour le prochain live, n'oubliez pas de me poser vos questions par mail, par Messenger, dans le commentaire aussi ou par tout autre moyen de communication. J'en mets vraiment pas mal à vos dispositions sur le blog ou les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, merci d'avoir participé à ce live en direct. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas de liker ou de le partager pour diffuser plus largement toutes ces informations sur notre beau métier de business analyst. Et le replay va être très vite disponible pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas pu être disponibles pour ce live hebdo. Prochain sujet que j'ai identifié, c'est qu'est-ce que c'est qu'un consultant technico-fonctionnel. Et là, je pense que ça va intéresser tous ceux et celles d'entre vous qui travaillent en tant que business analyst dans le domaine de la business intelligence, des ERP, des PLM ou des CRM. Peut-être des mots, des acronymes que vous ne connaissez pas encore bien, mais ça va être donc le sujet du prochain live hebdo. Je vous dis à bientôt au prochain live hebdo et puis encore merci pour votre présence et bon appétit. Chez nous, il est 12h52, heure française, donc c'est l'heure d'aller déjeuner. À bientôt!